Il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Merci et bienvenue dans votre journal. En quelques jours seulement, le Premier ministre Patrick Achi a enchaîné les inaugurations d'hôpitaux généraux et de CHR dans toute la Côte d'Ivoire. Cela pour le bonheur et la bonne santé des populations. La dernière inauguration en date, c'est celle du tout nouveau centre hospitalier régional de Lamé qui a ouvert officiellement ses portes hier vendredi. Le concours d'entrée dans les CAPOP pour l'année 2022 a débuté ce samedi. Ce sont 46 409 candidats qui se battent pour les 5 000 places disponibles. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé officiellement le concours depuis Korogo. Maria Tokone a recommandé aux candidats la sérénité et la probité. Au Burkina Faso, 12 soldats et 4 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués hier à Namisigima dans la province de San Matenga. L'attaque survient au moment où les forces armées ont lancé une opération de dépollution des localités de la région. Côté assaillant, aucun bilan n'est pour le moment disponible. On peut le dire, en Côte d'Ivoire, les jours se suivent et les inaugurations d'hôpitaux se font. Les centres de santé se rapprochent de plus en plus des populations. Les inaugurations d'établissements sanitaires se poursuivent donc à travers tout le pays. Et hier encore, c'est Adzopé qui a ouvert son CHR. Le tout nouveau centre hospitalier régional a ouvert officiellement ses portes en présence du Premier ministre Patrick Achi et d'Alexis Ouedraogo, notre reporter. Voici son témoignage. Elle, c'est maman Assisha Angèle. Ça fait 5 ans qu'elle dialyse. Assisha est retraitée depuis de longues années. Souffrante d'insuffisance rénale, elle était pour sa dialyse en permanence à Abidjan. Depuis les phases d'ouverture du CHR d'Adzopé, la native de la région ne souffre plus le déplacement. Quitter Abidjan pour aller à Okodi. Il y a tellement d'embouteillages, j'ai tellement souffert. Donc, quand on a fait ça, je suis revenue ici. Je suis tellement très content. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse. Et son bonheur est aujourd'hui total, car le CHR d'Adzopé ouvre ses portes. Bâti sur plus de 14 000 m² pour une capacité de 200 lits, l'infrastructure va renforcer le plateau sanitaire existant. Le plateau technique, il est vraiment très fourni. Nous sommes à la pointe de la technologie. Je pense en tant que praticien, vraiment cela va nous permettre de travailler vraiment dans de très bonnes conditions. Pour les élus, cadres et populations de la région, cet ouvrage est la preuve concrète de l'efficacité de la vision du chef de l'État. À l'occasion de sa visite d'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avait promis le bitumage de l'axe Azopé-Yakassia-Toubrou. Joignant l'acte à la parole, ce tronçon a été bitumé à la grande joie de nos parents. À l'occasion de l'inauguration de cette route, le 3 août 2019, il a annoncé la construction du CHR d'Adzopé, du centre culturel et de l'hôtel de ville de Yakassia-Toubrou. Toutes ces infrastructures ont été réalisées 2 ans après. Autre acquis avec ces inaugurations, réhabilitation et pose de première pierre, la mutation complète du secteur de la santé. Le centre hospitalier régional viendra renforcer le dispositif sanitaire actuel et servira d'hôpital de référence pour les 4 départements que sont Azopé, Akupé, Alépé et Yakassia-Togo. Pour le Premier ministre, cette journée célèbre le bond prodigieux de la région en termes d'infrastructures, passant d'un hôpital général à cet ouvrage architectural. Une œuvre qui exprime la signature du développement promis par le chef de l'État. Nous ne travaillons que dans un seul but, permettre à nos populations de vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Aujourd'hui, c'est un jour de libération. Aujourd'hui, c'est un jour de progrès. Aujourd'hui, c'est un jour de développement de la Côte d'Ivoire. Le développement des régions de l'Est et celui de Lamé qui sont bien réels. Adzopé l'attendait, Lamé et toutes les régions environnantes le voulaient. Le président de la République nous l'a donné. Et comme toujours, Patrick Achi insiste encore et encore sur l'humanisme du personnel de santé. Aux urgences, regardez, arriver et dépasser un malade, quelquefois couché par terre, sans même faire attention à lui, est une trahison inacceptable au serment d'Hippocrate que vous avez prononcé.
On mettra tous les équipements, on mettra tous les bâtiments, on mettra toutes les infrastructures. Mais si avec le cœur et avec l'âme, vous ne vous concentrez pas et ne respectez pas le choix que vous avez fait de donner la vie et d'empêcher que la vie se perde, alors en vain ces investissements auront été faits. Le Premier ministre engage les populations à faire confiance en la vision 2030 du chef de l'État. Oui, nous avons eu raison d'avoir un esprit de discernement pour faire le choix de ceux qui développent, de ceux qui parlent et font ce qu'ils disent, et de ceux qui promettent et tiennent leurs promesses. Alors ensemble, tous ensemble, continuons toujours de faire confiance au président de la République et de rester engagés et fidèles à ses côtés. Naissant, n'est chaud, mais limonacé. Notons que 2 ambulances ont été offertes au district sanitaire. La région de Lamé a donc enfin son CHR. C'est un soulagement, c'est un bonheur. Les populations expriment leur joie et elles le disent haut et fort au micro d'Alexis Ouedraogo. C'est le lieu de rendre hommage au leadership du président de la République en matière de santé. Aujourd'hui, la ville d'Azopé dispose d'un CHR avec des équipements de dernière génération. Il faut espérer que le personnel soit également entièrement formé pour l'utilisation de cet équipement. Nous voyons que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'accès aux soins et nos partenaires, que ce soit le système des Nations Unies, que l'ensemble des autres partenaires, on va se mettre ensemble pour renforcer la qualité des prestations. Depuis longtemps, nous attendons ce moment. Aujourd'hui, c'est chose faite parce que c'est le commencement de la santé à Azopé. Merci au président de la République. Merci au Premier ministre. Il n'y a rien à dire. Vraiment, nous sommes très contents. Vu le trajet Ara-Abidjan très long, aujourd'hui nous avons un CHR très équipé. C'est un grand plaisir pour nous. Nous n'allons pas décevoir la population. Nous invitons les régions de la Côte d'Ivoire à venir à Azopé se faire soigner. Et ce n'est pas tout. D'autres inaugurations d'hôpitaux sont prévues pour les prochains jours, les prochains mois, pour donner autant le sourire à d'autres populations, d'autres régions de Côte d'Ivoire. Lui, par contre, nous a confisqué notre sourire pendant bien longtemps, le coronavirus. Voilà 2 ans aujourd'hui que le virus dérange nos vies. 2 années qu'il nous affecte, qu'il nous endeuille. À travers la planète, il a tué 6,20 millions de personnes avec 796 décès rien qu'en Côte d'Ivoire. Et il continue son chemin. Pour la seule journée d'hier, 3 personnes ont été contaminées pour un total de 81 803 cas confirmés. Et à l'heure où je vous parle, 36 hommes et femmes se battent actuellement contre la maladie. N'oubliez pas, même vacciné, il faut continuer à appliquer les gestes barrières car le coronavirus tue. Le coronavirus tue, la route tue malheureusement aussi. Et en Côte d'Ivoire, le taux de mortalité en 2019 était de 24 décès pour 100 000 habitants sur nos routes. Une situation qui interpelle. Le Fonds de garantie automobile vient de signer avec l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, sous-préfecture de Ndossi, une convention qui permet une prise en charge gratuite et automatique des frais et indemniser les victimes d'accidents de la route. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, dans la commune de Ndossi, à une centaine de mètres de l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan. C'est ici que sont évacuées la plupart des victimes des accidents qui se produisent sur cet axe. En 2019 et 2020, nous avons eu 1200 accidentés de la route qui ont été traités dans notre hôpital. Quand il y a des accidents, ils sont souvent très graves et les blessés arrivent nombreux. Ils sont arrivés à accueillir dans cet hôpital jusqu'à 90 blessés de la route. C'était l'an dernier. Cette année, le dernier accident le plus récent, le plus grave, c'était 58 blessés qui sont arrivés un vendredi après-midi et qui ont été traités très rapidement. Des accidents qui sont causés pour la plupart par des automobilistes non assurés ou ayant pris la fuite après le drame, laissant les victimes sans assistance médicale. C'est pour remédier à ces situations de plus en plus fréquentes que le Fonds de garantie automobile a signé cette convention avec l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo. La mission qui est la nôtre, notre mission régalienne, c'est de faire en sorte à prendre en charge les victimes corporelles d'accidents de la voie publique pour lesquels il n'y a pas de couverture. Les cas qui sont les plus légions, c'est 2 typologies de victimes. Quand il y a un accident de la voie publique et que l'auteur
l'accident prend la fuite. Le deuxième niveau de notre intervention, c'est quand la victime, le chauffeur, n'est pas assuré, ce qui est légion dans nos régions. Une assurance, donc, d'avoir des soins et une indemnisation, même lorsque l'automobiliste fautif n'est pas assuré. La convention a été étendue à une pharmacie de la ville pour la mise à disposition des médicaments. L'hôpital, lui, va abriter à compter de ce jour une antenne du Fonds de garantie automobile afin de faciliter les procédures avec les victimes et leurs proches. C'est donc une bonne nouvelle, même si on souhaite plutôt 0 accident sur nos routes. Prudence, prudence, la vie n'est belle que quand on y est. Et le concours d'entrée au CAFOP 2022 est lancé, je vous le disais en titre. Les épreuves ont démarré ce matin, ce samedi 9 avril, et pour 5000 places disponibles, ce sont plus de 46 000 candidats qui sont inscrits cette année sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale, a lancé officiellement le concours depuis Korogo, comme on le verra ce soir dans le 20h avec notre correspondante dans la région, notre correspondante Ami Sissoko. On en vient maintenant à cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement technique et une délégation d'experts français du BTP. Délégation présente en Côte d'Ivoire dans le but d'aider l'enseignement technique et la formation professionnelle à élaborer des programmes de qualité. On en sait plus avec Eugène Atoubé. Un premier contact avec le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et déjà, la délégation d'experts français a pu se faire une idée claire de la vision du premier responsable de ce département ministériel. La formation dans les établissements techniques et professionnels en adéquation avec les offres d'emploi et les besoins du marché dans tous les secteurs d'activité, notamment le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. Nous allons former les formateurs en Côte d'Ivoire pour accompagner les jeunes. Nous allons probablement aussi créer des mobilités vers la France pour ces formateurs et pour ces étudiants en adéquation avec les besoins du pays et les entreprises de la construction du pays. Au programme de la mission d'experts venus de l'ESTP Paris, établissement de formation au métier du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie, la visite de centres de formation liés à ces domaines. L'inventaire diagnostic des besoins du marché, la définition des contours d'une convention cadre et des axes d'intervention pour accompagner la formation, la présentation de l'expertise et la compétence que les membres de la délégation peuvent apporter à la Côte d'Ivoire. Et au final, un partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La mission va rencontrer aussi les entreprises qui sont du secteur de la branche professionnelle, le bâtiment, les travaux publics. Et l'idée, c'est de discuter avec ces entreprises, discuter aussi avec nos dirigeants d'établissement, de manière à avoir des plateaux techniques à jour, adaptés pour des formations de bonne qualité qui permettent à nos jeunes d'être bien formés et d'avoir une insertion plus aisée et plus durable. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a conduit une mission d'imprégnation durant laquelle il a fait l'état des lieux des centres de formation par apprentissage, des équipements, du personnel et des programmes de formation en France dans le secteur du BTP. L'ambition de Kofi Nguessan est d'offrir aux populations les compétences nécessaires à leur insertion durable dans le tissu économique par le renforcement du dispositif éducation-formation. L'État travaille à améliorer le quotidien des populations et l'eau potable fait partie des besoins essentiels. Laurent Tchagba était cette semaine à Bandoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire, pour une visite de travail sur le chantier d'approvisionnement en eau potable de la ville. Des travaux financés à hauteur de 18 milliards de francs CFA, 18 milliards 500 millions pour être précis. Des travaux financés donc par la Banque islamique de développement et l'État de Côte d'Ivoire. La correspondance d'Herman Niamien. Dans exactement 7 mois, les difficultés d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bandoukou et de certains villages environnants ne seront qu'un lointain souvenir. Des travaux d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bandoukou ont lieu en ce moment. Dans le village de Samporo, situé à une quarantaine de kilomètres de Bandoukou, un barrage a été construit sur la rivière Canon ainsi qu'une station de traitement d'eau pour approvisionner les différents châteaux d'eau en construction dans le cadre de ce projet. Ces 2 ouvrages achevés, il ne reste que les travaux de canalisation des conduites d'eau. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux,
Le ministre de l'Hydraulique est allé lui-même sur le terrain. Nous sommes satisfaits de l'état d'avancement du projet d'une manière générale et nous sommes heureux de pouvoir mettre en service l'usine d'ici le mois de novembre parce que la population attend cet ouvrage. La production actuelle d'eau potable dans la ville de Bondoukou est de 4 752 m3 jour pour un besoin estimé à 6 214 m3 jour, soit un déficit de 1 462 m3 jour. Mais au terme du projet, la production d'eau potable passera de 4 752 m3 jour à 14 752 m3 jour, largement suffisant pour permettre aux 135 000 habitants de cette localité de disposer en permanence d'eau potable jusqu'en 2030. De quoi réjouir les populations venues massivement écouter le ministre de l'Hydraulique après sa visite des différents chantiers. C'est une joie qui m'étreint ce matin parce que tous, nous avons eu des problèmes d'eau dans notre district, je dirais. Et aujourd'hui, avec l'exposé de monsieur le ministre, nous pensons qu'à partir du mois de novembre, ce sera, disons, je dirais un peu un vieux souvenir, la pénurie d'eau à Bondoukou. En plus du premier château de 500 m3 qu'on avait avant, on a un deuxième château de 1000 m3, deux châteaux ensemble, plus ce barrage-là. Le problème d'eau de Bondoukou va disparaître totalement. Je voudrais profiter de l'occasion qu'il nous a offerte pour remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Financés par la Banque islamique de développement BID et l'État de Côte d'Ivoire, les travaux d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou ont coûté 18 500 millions de francs CFA. Débutés en août 2019, ces travaux vont s'achever en novembre prochain. Un reportage d'Herman Niamier. Abobo fera sa mue très bientôt. Abobo rêve de devenir une cité belle, propre, viable et qui fait envie. De nombreux projets y verront bientôt le jour, parmi lesquels les Champs-Élysées d'Abobo, pour ne citer que ce seul projet. Mais où le bas blesse, c'est que les sites dédiés à leur réalisation sont encore occupés par quelques artisans, mais des opérations d'assainissement sont actuellement en cours. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara et Célestin Frodo. Rue obstruée par des tas d'immondices composés de débris de voitures, juste à côté des eaux usées, ont pris le dessus sur la terre sèche et salubre. C'est le triste décor des ex-sites de la casse automobile d'Abobo, situé dans les quartiers Anador et Banco. Bientôt, cet environnement sera plus sain, confie l'équipe municipale. Depuis 6 mois, les ferrailleurs qui y exercent sont sommés de partir pour occuper le nouveau site aménagé en Dautré. Certains d'entre eux refusent de quitter les lieux quand d'autres ont commencé à évacuer leurs marchandises. Je suis en train de faire évacuer mes pièces à la maison, puisqu'on n'a pas eu de place en d'autres jusqu'à présent. La mairie a exigé à ce qu'on libère le coin, coûte que coûte. On est d'accord. Maintenant, on a décidé d'acquérir des magasins, mais il n'y a pas de magasins qui est disponible. Il y a des gens qui ont racheté des magasins des anciens ferrets qui avaient déjà acheté auparavant. Le prix évalué de 500 000 jusqu'à 1 million, 2 millions quelques. On vendait aux enchères. Si on pouvait échelonner, d'accord, mais s'il faut payer dans l'immédiat, c'est très cher. Des opérations d'assainissement sont actuellement en cours. Les populations les commentent avec gaieté. Avant les quartiers, vraiment on avait tous les problèmes. Chez nous seulement, quand il y a décès au milieu de la ferraille, il faut prendre au moins les brancards pour faire sortir le corps. Et quand il y a les incendies et autres là, pour que les pompiers rentrent même au quartier, on avait tous les problèmes. Mais aujourd'hui, depuis le passage de la mairie, il y a eu beaucoup d'ouverture de voies. Sur le terrain, une délégation du cabinet de Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, conduite par Alpha Sanogo et Olivier Niagne, s'assure de la bonne exécution des différentes opérations. Cette opération consiste à donner plus d'éclat, n'est-ce pas, au quartier Anador. Anador, où on avait une casse qui faisait beaucoup de désordre. Madame la ministre a mis 20 millions, n'est-ce pas, pour les aider à partir. Et donc la mairie a un programme, n'est-ce pas, d'accompagnement de ces personnes-là pour aller à la nouvelle casse. Avant de commencer l'opération, Madame la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, a, n'est-ce pas, recruté 300 policiers municipaux. Et donc ça veut dire que toutes les dispositions sont prises pour pérenniser, n'est-ce pas, les acquis. À partir de lundi prochain, les mesures seront plus corsées, n'est-ce pas, pour amener les gens à partir. Le 3 janvier dernier a été pris par la mairie un arrêté portant interdiction à tous les ferrailleurs et garagistes d'ouvrir leurs magasins sur les anciens sites de la casse automobile d'Abobo. Les forces de l'ordre veillent en ce moment à sa stricte application.
Là, on part pour Bouna, dans le Bonkani. On va prendre part à cet atelier initié par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix qui veut faciliter la coexistence pacifique entre les peuples de la région. Une rencontre pour tenter de renforcer les compétences des autorités locales dans la gestion des conflits liés aux fonciers et aux conflits agriculteurs-éleveurs. Alexis Ouedraogo. Réduire les conflits communautaires liés à la concurrence entre groupes pour le contrôle des terres et des ressources naturelles au nord-est du pays. C'est l'exercice des missions portées par le gouvernement dans la région. Vendredi, au terme d'un atelier initié par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à Bouna, des recommandations ont été faites. Cet atelier a permis aux participants d'acquérir des compétences en matière de réglementation nationale sur les questions de l'orpaillage. Les participants ont pu apprendre les nouvelles dispositions que l'État et la CEDEAO ont mis en place pour faciliter la mobilité du bétail, et aussi les services techniques de concentré qui ont pris part à cet atelier sont enfin aguerris. Renforcer les compétences des autorités locales dans les domaines de la gestion des conflits fonciers, des conflits agriculteurs-éleveurs, de l'orpaillage, de la transhumance et de la mobilité du bétail dans un contexte de changement climatique. Autant de points abordés. Les conflits viennent de plusieurs causes. La première des causes, c'est le non-respect de la réglementation par les éleveurs et les agriculteurs eux-mêmes. Et ce que nous devons retenir de cet atelier, c'est vraiment la nécessité de poser des actions concrètes pour le règlement des conflits agriculteurs-éleveurs, pour ne pas dire pour la réduction de la survenue des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Entre autres recommandations, la remise en état des barrages et couloirs de transhumance, le recensement des éleveurs et leurs chefs, la mise en œuvre du programme de sensibilisation sur la connaissance des textes liés à l'élevage, ainsi que le renforcement de l'autorité des chefs par des arrêtés préfectoraux. Concours d'entrée au CAFOP dont je vous parlais à l'instant, le concours 2022 qui a été lancé ce samedi matin donc par la ministre Mariatou Koné. 5000 places sont disponibles, nombre de candidats 46 000. Lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Il est 8 h ce samedi 9 avril quand la ministre Mariatou Koné donne le coup d'envoi des épreuves écrites de la session 2022 du concours d'entrée au CAFOP, Centre d'aptitude à la formation pédagogique. Pour cette première journée, les 46 409 candidats font face aux épreuves de mathématiques, de français et de culture générale. Moi, ça fait 5 ans, mais cette année, les épreuves que je vois, vraiment, j'espère que nous serons admis au concours du CAFOP. Nous allons faire ce qu'on peut pour relever ce défi. Nous allons promouvoir l'excellence. À l'instar de ce centre, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a réitéré à tous les candidats repartis dans les 97 autres centres sur l'étendue du territoire national sa volonté de bâtir un capital humain de qualité dans la transparence. L'année dernière, nous avons dû reprendre une deuxième session et nous espérons que cette année, on s'en tiendra à une seule session et que c'est vraiment ceux qui se font confiance, ceux qui ont vraiment étudié, qui seront admis parce que seul le travail paye. Au nom de la solidarité gouvernementale, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était accompagnée à ce lancement par 2 de ses collègues, le ministre Amadou Koné et la ministre Miss Belmont Dogo. La seule chose qui paye, c'est le travail. C'est la constance dans le travail. Et c'est le message que Madame le ministre a bien voulu leur adresser lorsque nous avons visité les salles. Leur demander de compter sur eux-mêmes d'abord. Nous sommes venus la soutenir. Nous avons constaté, c'est ma première fois d'assister à l'ouverture des épreuves. J'ai vu que tout était scellé. Et les candidats sont concentrés. Nous espérons que Korogo en sortira avec un très beau taux de réussite. Débuté ce 9 avril, les résultats définitifs de cette session sont attendus pour le 15 juillet prochain, après les épreuves du test psychotechnique. Bonne chance à vous tous, chers candidats. On va quitter Korogo.
On va pour Paris. De nombreux Ivoiriens qui vivent en France évoluent dans plusieurs métiers, notamment la coiffure, la sécurité, la restauration et même l'immobilier. Environ 200 entreprises ivoiriennes sont légalement constituées en France et les acteurs s'en sortent bien. En tout cas, c'est ce que nos reporters ont pu constater. Sam Conan et Sephora Zegui rentrent donc de Paris où ils ont pu rencontrer quelques Ivoiriens qui, en dépit de certaines difficultés, font de bonnes affaires, de bons chiffres d'affaires. Dixième arrondissement, Paris. Bienvenue à Château d'Eau, capitale des salons de coiffure afro-caribéens. Dans ce quartier, dominé par le commerce, cet homme en manteau blanc avec une casquette noire sur la tête règne en maître. Logobi se fait-il appeler? C'est un lieu de commerce où il y a plusieurs salons de coiffure. Voilà, donc il y a plusieurs racoleurs aussi. Donc à la base, je suis là pour mettre de l'ordre. Ce que Logobi ne nous dit pas, c'est que ces services sont payants. Hors caméra, l'un des commerçants nous avoue qu'il débourse 50 € en moyenne par mois pour avoir la protection du tout-puissant Logobi. À quelques encablures de là, Moussa, ce jeune Ivoirien, était chauffeur de taxi en Côte d'Ivoire. Il arrive en France en 2012. Quand il s'est arrivé en France ici, déjà, puisque la coiffure, ce n'était pas mon métier, on est venu se chercher, au fait, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis venu, ils m'ont dit qu'il y a un coin qu'on appelle Château d'Eau, où on peut se défendre. Le rôle de Moussa était de ramener des clients au salon de coiffure contre une commission. Aujourd'hui, il possède son salon de coiffure. Il nous raconte comment il est parvenu à avoir un local dans cette rue tant convoitée par les jeunes. Et les cartes à main, ils demandent aux clients, les personnes, ah vous coiffez, madame coiffez, madame coiffez. Et vous voyez, voilà, c'est dans ça un peu, j'ai économisé un peu. Mon premier magasin d'abord, il y a eu 6 000 €. Moussa n'a pas voulu divulguer son chiffre d'affaires, mais il nous rassure, il gagne bien sa vie. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'avoir l'argent en fait, comme il le faut, pour aller réaliser chez moi. Il faut reconnaître que chacun est mieux chez soi. On retrouve les Ivoiriens dans presque tous les domaines d'activité en France, qu'il s'agisse du commerce, de la coiffure, de la musique, de la restauration, du showbiz ou encore de la livraison. Mamadou est arrivé en France par la mer en 2016. Si on me demandait de refaire ce trajet-là, sincèrement dit, je ne peux pas. C'est parce que c'est arrivé ici que j'ai su qu'on a pris de gros risques au fait. De gros risques pour rien. Après plusieurs démarches pour être dans la légalité sur le sol français, Mamadou gagne sa vie dans la livraison de biens et services. Il ambitionne de créer son entreprise de livraison en Côte d'Ivoire dans quelques années, Aubervilliers en Île-de-France. Nous allons à la rencontre de Joe Papi, un autre Ivoirien de 46 ans et passionné du show business. Café Cacao, c'est le nom de sa boîte de nuit transformée en terrasse en raison du Covid-19. Un espace qui fait la promotion de la musique, mais aussi de la gastronomie ivoirienne. C'est une terrasse qui regroupe tous les Ivoiriens de la diaspora et les Africains, bien sûr. En collaboration avec le MODER, on essaie de parler d'amitié, concept événementiel. En cet espace, Joe Papi reçoit tous les artistes ivoiriens venus faire la promotion d'une nouvelle œuvre en France de façon gratuite. C'est sa contribution au développement des sonorités de Côte d'Ivoire dans l'Hexagone. Joe Papi a monté son business sans aucune aide et a dû compter sur son carnet d'adresses et sa réputation dans le milieu du showbiz. Tous ces entrepreneurs que nous avons rencontrés ont un souhait, celui de recevoir l'appui de leur pays d'origine. Avenue Raymond Poincaré. C'est dans cette rue que se trouve l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous venons à la rencontre de César Naounou, président des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne en France. Selon lui, pour atténuer les difficultés rencontrées dans l'entrepreneuriat, les chefs d'entreprise se sont réunis en association. César nous explique les difficultés rencontrées. On a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent les recettes et les dépenses. Donc ce qui fait qu'ils ont des entreprises qui ne durent pas. Parce qu'une entreprise commence à se développer dans la 3e année. Avant la 3e année, c'est une entreprise qui peut arrêter. Donc, non loin de cette salle, le bureau de l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama, bien au fait des réalités des entrepreneurs rencontrés. Nous avons un devoir de soutenir nos compatriotes qui est prescrit
dans la feuille de route que le chef de l'État nous a confiée. Et le ministère de la Jeunesse a pu dégager un budget, un fonds de plus d'1 milliard, 1,3 milliard pour soutenir les jeunes de la diaspora à partir de la France. Et pour preuve, en septembre 2020, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion et du Service civique a lancé un fonds à l'intention des jeunes entrepreneurs de France. Le représentant diplomatique de la Côte d'Ivoire voit plus grand. Nous sommes également en échange avec le cabinet de la Première Dame pour que nous puissions aussi ouvrir un volet du FAFSI, de fonds d'appui aux femmes de la diaspora en France. Donc, l'ambassade n'est pas un ministère. Quand nous recevons les sollicitations de nos compatriotes, nous les transmettons au ministère compétent. 200 entreprises ivoiriennes sont installées en France, selon l'ambassadeur. Et ces entreprises ont de l'avenir. La diaspora ivoirienne en France ne compte pas baisser les bras face aux difficultés. Elle promet se donner les moyens pour se positionner parmi les meilleures entreprises de France. Et l'ambassadeur les y encourage. Pour lui, le meilleur moyen, c'est se mettre en fêtière. Comment les Ivoiriens se positionnent dans l'entrepreneuriat en France. Un grand reportage de Sephora Zegui et Sam Conan. Ils sont de retour de Paris. 12 soldats et 4 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués hier vendredi à Namisigima, dans la province du San-Matenga au Burkina Faso. Des dégâts matériels ont été enregistrés également. L'attaque survient au moment où les forces armées ont lancé une opération de dépollution des localités de la région. Côté assaillant, aucun bilan n'est pour le moment disponible. Le chef d'état-major général des armées assure que les opérations de sécurisation du territoire vont s'intensifier. Nous sommes au 45e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce 9 avril. C'est l'indignation qui domine après l'attaque attribuée à la Russie, donc hier vendredi, de la gare de Kramatorsk dans le Donbass, qui a fait une 50aine de morts, dont 5 enfants. Moscou a démenti en être responsable et dénonce une provocation des forces de Kiev. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu une conférence de presse avec le président Zelensky après une journée à Kiev et dans ses environs. Elle a déclaré que l'Ukraine a un avenir européen, tandis que la Russie est menacée de décomposition. L'Union européenne va rouvrir sa représentation diplomatique à Kiev. Merci de votre confiance et à demain, 13h.